bonsoir. Elle est décidément la grande championne du sprint féminin. Marie-Josée Pérec, au couloir numéro 4, a réussi un nouvel exploit cet après-midi lors des championnats de France d'athlétisme à Dijon. Elle est la première Française à descendre sous la barre des 11 secondes dans le 100 mètres féminin. Son score 10 secondes 96. Marie-Josée Pérec détient déjà les records du 400 mètres et du 200 mètres. Autre champion confirmé aujourd'hui, Miguel Indurain, vainqueur de la 20e étape du Tour de France. Un contre-la-montre entre Luni et Mâcon. L'Espagnol conforte facilement sa position de leader à quelques heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Alain Dorgans. Pas de correctif apporté par l'exercice du chronomètre qui a confirmé l'ordre des valeurs établies par le classement général. Le meilleur grimpeur, Claudio Chiappucci, a puisé dans l'effort solitaire les ressources gardées sous la pédale après le parcours montagneux. Chiappucci, roulant sur des bases très élevées, a terminé fort, laissant son principal rival pour le podium, Charly Mottet, à 1 minute 32 secondes. Non spécialiste du contre-la-montre, Chiappucci a réalisé l'exploit du jour. Greg LeMond s'est rappelé au bon souvenir de ses détracteurs qui l'ont un peu trop vite rangé au rayon des champions déclinants. Si l'Américain, l'un des grands animateurs du Tour, est rentré dans le rang après ses défaillances en montagne, la course individuelle a fait ressurgir ses qualités de coureur complet. Greg LeMond, auteur d'un excellent chrono, prend la 3e place de l'étape et la 7e au classement général. Gianni Bugno, le styliste du peloton, très esthétique sur sa machine, sait qu'il ne pourra pas combler les 3 minutes 09 qui le séparent du leader Indurain. L'Italien réalisera le second temps derrière l'intouchable Espagnol qui a fait exploser le chronomètre, exercice dans lequel il excelle. Vainqueur de l'épreuve chronométrée entre Argentan et Alençon, le Basque espagnol récidive aujourd'hui, reléguant son dauphin Gianni Bugno à 27 secondes. Coureur polyvalent, Miguel Indurain a non seulement géré son avance, il a accentué. Indurain a mis la pendule à l'heure avant d'être couronné demain aux Champs-Élysées. Situation toujours préoccupante sur le front des incendies. Depuis hier après-midi, plus de 1600 hectares de pinèdes seraient partis en fumée dans le Var. Des feux qui progressent encore ce soir près de Brignoles. Reportage dans l'un des principaux foyers près de Saint-Maximin. Reportage de Yannick Aroussi et Laurent Pelletier. Grasse, Le Val et Brignoles n'ont pas cette année échappé à la loterie des incendies. Parti vers 14 h hier après-midi dans un secteur boisé, le feu parcourt 800 hectares, faisant au passage quelques dégâts dans la base de la sécurité civile. Les flammes et le Mistral épargnent les habitations clairsemées dans la colline. Chez les habitants, plus que l'inquiétude, c'est un sentiment de fatalisme mêlé de colère qui prévaut. C'est que les gens n'entretiennent pas leur propriété, ne débroussaillent pas. Le gros problème, il est là. Bon, de toute façon, il faudra que la vie continue. Bon, c'est dramatique, mais voulez-vous y faire? Chez les pompiers, avec la tombée de la nuit, plus question de compter sur l'appui des moyens aériens. Une lutte farouche s'engage contre les flammes. Chaque centimètre est gagné au prix d'un corps à corps. Le tout avec une tactique précise, des opérations commando permettant un passage vers le front de flammes pour mieux le contenir. Mais dans cette forêt, les conditions sont loin d'être idéales. Gros problème de relief qui font que les camions ne peuvent pas accéder. Souvent il y a des absences de pistes et le relief crée également des problèmes à cause du vent puisque le vent s'engouffre dans les vallées et tourbillonne sans arrêt. Malgré tout, guidés par le poste de commandement mobile, les 586 hommes engagés sur le terrain et venus de toute la France vont combattre sans relâche. Leurs espoirs allant et venant au rythme des caprices, des flammes et du Mistral. Au petit matin, malgré la subsistance de quelques foyers, la colline montrait son nouveau visage. Il faut 20 ans pour refaire une forêt. La Yougoslavie, pas de trêve dans les combats interethniques en Croatie. Malgré le cessez-le-feu ordonné hier soir par la présidence collégiale, les affrontements continuent entre Serbes, Croates et armée fédérale. Claire Sébastien. Murs criblés de balles, maisons détruites. Pour ces enfants de Glina, terrés dans les caves, le décor de leur vie quotidienne n'est que ruine et désolation. Témoins qu'ils sont des affrontements et des combats qui depuis une semaine ravagent cette région de Croatie. Le bilan est lourd, on a relevé plus de 50 morts dans cette zone où se succèdent villages serbes et croates. Une trentaine de personnes ont été tuées dans la seule journée de vendredi, parmi eux un journaliste allemand victime des tirs croisés entre police croate et milices serbes.
Hier soir, Stipe Mesic croyait encore à une solution politique. La présidence fédérale votait un cessez-le-feu immédiat pour la Croatie et le retour des troupes fédérales dans leurs casernes. Mais le cessez-le-feu est resté pure forme. Quelques heures après ce vote, 5 policiers croates sont tués. Les unités de chars de l'armée fédérale ripostent à ce qu'ils considèrent comme des provocations. On est décidément bien loin d'un règlement pacifique attendu. La France exprime sa vive préoccupation devant les enlèvements de personnalités de l'opposition à Madagascar. 4e jour sous le régime de l'état d'urgence, 4e enlèvement et pas n'importe lequel. Le Premier ministre du gouvernement de transition a été emmené de force ce matin par un commando d'une trentaine de militaires. Les autres faits marquants de l'actualité en images, Béatrice Nivois. Arrivée aujourd'hui à Bagdad de la 4e et dernière mission de l'ONU, composée d'experts, elle s'est donné une double tâche, vérifier les informations déjà divulguées par les autorités irakiennes, enquêter sur l'existence éventuelle de sites nucléaires. À l'issue de cette mission, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait lever partiellement l'embargo sur le pétrole. L'Irak est actuellement en proie à de terribles difficultés d'approvisionnement en vivres et médicaments. Nouveau rebondissement dans l'affaire Robert Boulin. Les circonstances de la mort de ce ministre n'ont jamais été élucidées. Après la sortie du 2e tome, Le pouvoir et la vie de Valéry Giscard d'Estaing, les enfants Boulin portent plainte contre l'ex-président de la République pour propos diffamatoires envers leur mère. Ils rappellent en outre qu'une information judiciaire est toujours ouverte pour homicide. Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, départ demain après-midi sur le circuit d'Hockenheim. C'est le Britannique Nigel Mansell sur Williams-Renault qui partagera la première ligne avec Senna sur McLaren Honda. Quant aux Français Alain Prost et Jean Alesi, ils se retrouvent tous deux en 3e ligne. Lors des essais ce matin, le Français Eric Coma est sorti de la piste. Un accident sans gravité pour le pilote. Pour la première fois depuis le coup d'État de Lénine, c'était en 1917, un bateau occidental est autorisé à relier Le Havre au Japon via l'Union soviétique. L'Astrolabe bat pavillon français, il est parti tôt ce matin. David Cosette, Éric Pelletier. Un équipage d'une trentaine d'hommes va partir pour une grande première, rallier le Japon par l'océan glacial arctique. Un peu d'histoire pour comprendre, ce tracé reliait l'Europe et l'Extrême-Orient jusqu'en 1922, date à laquelle les soviétiques ont décidé d'en interdire l'accès. Depuis près de 70 ans, seuls les convois soviétiques naviguaient dans cette zone. Conséquence, les Occidentaux connaissent très mal l'Arctique. 2 pilotes soviétiques embarqueront donc à Mourmansk pour guider l'Astrolabe, car eux seuls possèdent les cartes. On naviguera donc avec les cartes soviétiques, qui apparemment sont complètes puisqu'eux font de la navigation régulièrement dans cette zone. À l'origine de cette première, Pierre Sauvadet, il aura réussi à concrétiser son projet en 6 mois seulement. Cela représente en tout 24 jours environ de navigation avec 3 escales à Mourmansk, Iguenka et Providenia, avec un but éthique et écologique. Mais il y a un autre aspect commercial, celui-là. L'URSS devrait ouvrir l'accès à ses eaux territoriales l'an prochain. Cela rapportera de nombreuses devises à l'Union soviétique et cela permettra aux cargos de gagner un temps considérable sur la route traditionnelle par le canal de Suez. L'Astrolabe représentera le baptême occidental de la route arctique. Le retour du beau temps sur la route des vacances, Tambo et chaud, Florence. Effectivement, Laurent, ça y est, le beau temps revient sur l'ensemble du pays. Et la bonne nouvelle que l'on peut annoncer, c'est que le Mistral et la Tramontane vont enfin cesser. Demain, il n'y en aura plus. Alors regardez notre carte, elle est plutôt optimiste pour demain, puisque c'est le soleil qui va régner en maître avec 1 ou 2 petits nuages par-ci par-là. À signaler tout de même une tendance orageuse qui va se dessiner en fin de journée sur le sud-ouest et la façade atlantique. Et cela pourrait donner quelques ondées localement. Les températures, bien sûr, sont en hausse avec tout ce soleil et l'arrivée d'air chaud provoquée par la tendance orageuse. Les températures vont monter. Regardez, elles sont très uniformes en fait du nord au sud, ces températures. Elles sont comprises entre 28 et 32 degrés. Voilà, Laurent. Merci Florence, on vous retrouve à 20h pour une météo complète. Je vous retrouve quant à moi à 19h35, invité du journal ce soir, Elisabeth Guigou, ministre des Affaires européennes. À tout à l'heure. Tout de suite votre journal régional, bien sûr.
Claudio. Chiappucci conforte sa 3e place. Il est à 5,56 de Miguel Indurain. Charlie Mottet est 4e à 7,37. Bonsoir, la Croatie toujours en proie de violents affrontements. Les combats se poursuivent ce soir entre Serbes, Croates et soldats fédéraux. Le cessez-le-feu ordonné hier soir par la présidence collégiale est donc resté lettre morte. Claire Sébastien. Murs criblés de balles, maisons détruites. Pour ces enfants de Glina terrés dans les caves, le décor de leur vie quotidienne n'est que ruine et désolation. Témoins qu'ils sont des affrontements et des combats qui depuis une semaine ravagent cette région de Croatie. Le bilan est lourd, on a relevé plus de 50 morts dans cette zone où se succèdent villages serbes et croates. Une trentaine de personnes ont été tuées dans la seule journée de vendredi, parmi eux un journaliste allemand victime des tirs croisés entre police croate et milices serbes. Hier soir, Stipe Mesic croyait encore à une solution politique. La présidence fédérale votait un cessez-le-feu immédiat pour la Croatie et le retour des troupes fédérales dans leurs casernes. Mais le cessez-le-feu est resté pure forme. Quelques heures après ce vote, 5 policiers croates sont tués. Les unités de chars de l'armée fédérale ripostent à ce qu'ils considèrent comme des provocations. On est décidément bien loin d'un règlement pacifique attendu. Beaucoup de bruit pour rien, c'est ce qu'affirme ce soir le gouvernement britannique à la suite d'un rapport explosif fourni par le ministère du Commerce. On y apprend que Londres a vendu du plutonium et de l'uranium à l'Irak, des produits à usage nucléaire exportés jusqu'au 5 août 1990, soit 3 jours après l'invasion du Koweït. Une polémique qui survient au moment où la 4e équipe de l'ONU arrive à Bagdad. Sa mission, enquêter toujours sur le potentiel nucléaire irakien. Joël Hazard. Devant l'hôtel Palestine de Bagdad, un spectacle devenu presque banal, l'arrivée de nouveaux inspecteurs de l'ONU à bord du minibus qui les a transportés depuis Amman. Ces scientifiques et techniciens de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont au nombre de 18. L'objectif de cette 4e mission, rechercher plus particulièrement les matériels utilisés par l'Irak pour obtenir de l'uranium enrichi. Des inspections surprises sont au programme pendant les 2 semaines où l'équipe sera à pied d'œuvre. Les experts nucléaires de la mission précédente ont fait à leur retour un rapport nuancé dans la mesure où ils ont pu mener sans difficulté leurs investigations. Mais pour les responsables de l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'Irak n'a pas encore livré tous ses secrets nucléaires, notamment dans le domaine de l'enrichissement centrifuge. Les Irakiens ont d'ailleurs admis le chiffre de leur programme nucléaire, $1 million, ce qui laisse supposer qu'il est très vaste. Pour Saddam Hussein, c'est donc à nouveau l'heure du choix. Coopérer sans restriction avec cette dernière mission d'investigation ou bien exposer son pays à de nouveaux raids. La population, déjà en proie à de terribles difficultés d'approvisionnement, est aujourd'hui marquée par la psychose de prochains bombardements. Des milliers de familles ont fui vers la Jordanie. Ces Irakiens ne voient dans la 4e mission de l'ONU qu'un simple répit. À quelques jours de l'anniversaire de l'invasion irakienne au Koweït, l'Émirat reprend aujourd'hui ses exportations de pétrole. Un Émirat qui effectue un retour difficile à la normale. Morad Aitabouche. Les versets du Coran font sonore. Le ministre koweïtien du pétrole ouvre la vanne. Geste symbolique devant les caméras et les photographes. 1 an pratiquement après l'invasion irakienne, le Koweït reprend ses exportations de pétrole. Premier signe d'un retour à la normale. 260 000 tonnes de brut vont quitter le port d'Al-Hamadi pour Dubaï, l'Europe ensuite et les États-Unis. Simple éclaircie pourtant dans un ciel toujours assombri par l'or noir qui ne cesse de partir en fumée. À l'heure actuelle, 1/3 des puits seulement en feu ont pu être éteints, soit 250 environ. Chaque jour, 100 millions de dollars s'évanouissent dans le désert. Les équipes américaines et canadiennes poursuivent leurs travaux sans relâche. Dans le même temps, les manifestations se multiplient à Kuwait City, revendications le plus souvent matérielles sur l'électricité, l'eau ou le téléphone. La vie malgré tout dans la capitale retrouve son visage d'antan, mais l'opposition et les milieux d'affaires n'hésitent pas à critiquer ouvertement la famille régnante. L'émir Jaber est accusé d'accaparer le pouvoir. L'émir, qui à son retour d'exil avait promis la démocratie dans les 6 mois. 4 mois après, le régime et la vie politique n'ont toujours pas changé et aucun signe n'est apparu à l'horizon.
La France exprime sa vive inquiétude devant les enlèvements de personnalités d'opposition à Madagascar. 4e jour sous le régime de l'état d'urgence, 4e enlèvement et pas n'importe lequel. Le Premier ministre du gouvernement de transition a été emmené de force par un commando ce matin d'une trentaine de militaires. En France, situation toujours préoccupante sur le front des incendies. Depuis hier après-midi, plus de 1600 hectares de pinèdes seraient partis en fumée dans le Var. Le dernier foyer est cependant en voie d'extinction. Le dernier point avec Marie-Pierre Dabréjean. Hier, le scénario catastrophe auquel on a assisté est un scénario criminel. Deuxième jour de Mistral, entre 13h et 14h, une dizaine de départs de feu dans le département du Var. Malgré ce scénario criminel, les hommes sont venus, grâce à leur courage, à bout du feu. Bravo. Des incendies en voie de stabilisation dans les collines du Var, mais les pompiers restent vigilants. Sur le terrain, plus de 1500 hommes avec leurs 120 véhicules, prêts à lutter contre toute reprise de foyer. À Salerne, à une vingtaine de kilomètres de Brignoles, le feu est maîtrisé depuis ce matin. Toujours dans le même secteur, à Sainte-Anastasie, l'incendie qui a parcouru plus de 150 hectares est aussi sous contrôle. C'est à Brasse, entre Saint-Maximin et Brignoles, que la situation est la plus préoccupante. 1300 hectares sont déjà partis en fumée et le front s'étend vers l'est. Une vingtaine d'avions bombardiers d'eau, 3 bulldozers pour tracer des pistes. Au total, c'est plus de 80% du potentiel des pompiers qui est mobilisé. Même si le vent est tombé ce soir, les soldats du feu prônent une grande vigilance en raison de la sécheresse. Traditionnel, le grand ballet des automobilistes sur les routes de France ce week-end. Premier grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Beaucoup de bouchons ce matin, mais des éclaircies ce soir. Dominique Dumas. Trafic plutôt satisfaisant sur les grands axes routiers après des difficultés ce matin dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7 entre Valence et Montélimar. En ce début de soirée, le centre d'information routière de Lyon était optimiste. Seul un bouchon de 9 km subsiste encore dans le sens des retours au tunnel de Fourvière et à Massiac dans le Cantal sur l'autoroute A75. Côté ouest, en fin de matinée, la circulation était très difficile dans la région de Bordeaux avec 21 km de bouchons sur la 10 dans le sens des départs au nord du pont sur la Dordogne. Depuis 15 heures, le bouchon est résorbé, la situation est redevenue plus fluide. En revanche, toujours sur l'autoroute A10, un accident avant Sainte-Maure-de-Touraine entre Poitiers et Tours est la cause en ce moment même de ralentissement dans le sens province-Paris. Inacceptable pour les uns, moindre mal pour les autres. L'accord des 12 pour ouvrir progressivement leur marché aux voitures nippones suscite des réactions très opposées. Nous en discuterons dans un instant avec notre invitée Elisabeth Guigou, ministre des Affaires européennes. Mais d'abord le rappel des grandes lignes du compromis établi hier à Bruxelles. Claude Guénaud. À partir de l'an 2000, les constructeurs japonais auront librement accès au marché européen, c'est dans 9 ans. Dans l'esprit de Bruxelles, la période de transition qui nous sépare de cette échéance donne le temps aux constructeurs européens pour se préparer à affronter cette concurrence en modernisant leurs usines et en améliorant la productivité. La part des japonaises sera limitée à 16% du marché contre 12% actuellement. Les importations en provenance du Japon seront pratiquement gelées à leur niveau actuel. Mais c'est le quota des Toyota, Nissan, Honda construites en Europe, surtout en Espagne et en Grande-Bretagne, qui va augmenter pour passer de 270 000 à plus d'1 million. Le choc le plus dur sera pour les pays qui, comme la France, ont limité leurs importations japonaises à 3%. Cette politique des quotas est révolue. Dans un premier temps, les Japonais vont pouvoir doubler leurs ventes en France avant de les tripler ou de les quadrupler. C'est le danger souligné par Jacques Calvet qui prend à témoin l'exemple américain où une voiture sur 3 vendue est japonaise. L'autre reproche est l'absence de réciprocité. Les Japonais vendent actuellement plus d'1,5 million de véhicules en Europe, mais n'en importent que 177 000. Elisabeth Guigou, bonsoir. Jacques Calvet nous prédit des fermetures d'usines et des licenciements de masse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais on n'aurait pas conclu cet accord si ça n'avait pas été un bon accord pour l'ensemble des intérêts français. Le ministre du Commerce et de l'Industrie nous dit quand même aujourd'hui que seulement 3 pays sur 12 se sont battus, qu'on aurait pu faire mieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par cette absence de consensus pour se battre contre l'invasion japonaise? Non, je crois que c'est un accord des Européens entre eux. Dominique Strauss-Kahn, qui a travaillé avec moi sur cet accord, c'est bien toutes les garanties que nous avons obtenues. Nous avons obtenu quoi? D'abord, le fait que nous nous mettons à 12 Européens pour résister à l'invasion
des voitures japonaises. Car la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre accord national menace d'être submergé. Par conséquent, nous serons plus forts à 12, les 12 Européens, avec des garanties qui sont que d'abord on ouvre ce marché au 1er janvier 2000, de l'an 2000, que d'autre part, nous avons obtenu que notre pays, comme ceux qui avaient des plafonds d'importation, ne soient pas ciblés par les importations japonaises. J'ai entendu dans votre sujet tout à l'heure dire que nous allions être une cible particulière. Non, nous avons obtenu des garanties spécifiques là-dessus. Et d'autre part, nous savons aussi que nous demandons au Japon d'ouvrir ses propres marchés. Vous pensez qu'il y aura des contreparties? C'est ce que demande aujourd'hui Paul Quilès. Bien entendu. Non seulement je le sais, mais je demande aux industriels français qui ont des difficultés, soit à exporter, soit à investir au Japon, de m'envoyer leur dossier. Et je puis assurer que Dominique Strauss-Kahn, Paul Quilès et moi, et d'autres ministres, s'ils sont compétents, nous nous en occuperons. Par conséquent, il ne faut pas faire de défaitisme. Nous avons des atouts, nous avons de très bonnes voitures en France, nous avons des modèles qui marchent très bien, nous avons la 205, nous avons la Clio, et nous avons réussi à vendre plus de voitures que d'autres de nos concurrents européens ou japonais en Allemagne de l'Est. Alors moi je trouve qu'à partir de là, on n'a aucune raison de partir battu d'avance, surtout quand on a le temps devant soi. 9 ans, c'est-à-dire 9 ans. 9 ans, c'est court quand même, Mais Madame Bigot, pour s'adapter au marché. Non, je crois que d'abord c'est une adaptation qui a heureusement déjà commencé, c'est-à-dire que l'industrie française est déjà une des industries les plus performantes du monde. Et la productivité japonaise est quand même nettement plus élevée. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut augmenter la nôtre et il faut continuer à faire des efforts, et nous avons obtenu dans cet accord la garantie que nous demandions que les constructeurs européens puissent continuer à augmenter le volume de leurs ventes. Alors, quand on a la garantie de pouvoir augmenter le volume de ses ventes, ça veut dire qu'on a la garantie de pouvoir augmenter la production, et par conséquent, dans ces conditions, on peut faire des gains de productivité sans dommage pour l'emploi. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou. Selon un récent sondage publié dans Santé Magazine, nous sommes 60% à redouter une hospitalisation au mois d'août, et les médecins nous donnent raison. 63% d'entre eux préfèrent opérer à un autre moment de l'année. Enquête sur le grand désert des hôpitaux dans la banlieue parisienne, enquête de Jean-Pierre Quinson et Marie-Hélène Roqueton. On peint, on plâtre. Nous sommes à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Sur les 1000 lits de l'établissement, 300 sont actuellement fermés. Des fermetures pour travaux, mais aussi et surtout pour permettre au personnel hospitalier de prendre ses vacances. Un tiers du personnel est absent au mois de juillet, la moitié le sera au mois d'août. Certes, la demande en soins pendant les vacances est moindre, pourtant, selon des responsables syndicaux, la situation est parfois très critique. Oui, il y a notamment une baisse accrue du personnel, qui est déjà quasiment permanente tout au long de l'année et qui se fait ressentir nettement plus l'été du fait des départs en vacances, surtout pour les infirmières. Les médecins de l'hôpital se veulent plus rassurants. Selon eux, la continuité du service public est toujours assurée. Seules certaines interventions non urgentes sont différées. Quant à la compétence des personnels, des dispositions sont prises pour qu'il existe toujours, à tous les échelons de la hiérarchie, une personne qui ne soit pas en vacances. Si on recourt à des intérimaires, on les encadre. Elle est toujours encadrée par une infirmière. On ne laisse jamais une intérimaire tout seul dans un poste. On s'organise autrement. Alors, la crainte des Français à se faire hospitaliser au mois d'août est-elle justifiée? Il n'y a pas de raison objective à ce qu'un patient malade soit plus craintif et plus inquiet pendant l'été. Nous assurons la même qualité des soins durant cette période. Ce qui peut changer, c'est peut-être un peu le délai d'attente dans certains points très précis de l'hôpital. Mais pour le reste, dès le mois de janvier, nous avons donc commencé à préparer l'été et à faire en sorte que le personnel, à la fois en quantité et en qualité, soit présent. Telle est la situation à l'hôpital Henri Mondor. Reste à savoir si elle est la même dans tous les autres centres hospitaliers français.
Sport, elle est décidément la grande championne du sprint féminin. Marie-Josée Pérec, au couloir numéro 4, a réussi un nouvel exploit cet après-midi lors des championnats de France d'athlétisme à Dijon. Elle est la première française à descendre sous la barre des 11 secondes dans le 100 mètres féminin. Son score est de 10 secondes 96. Elle détient déjà les records du 200 mètres et du 400 mètres. Bravo. Autre champion confirmé aujourd'hui, Miguel Indurain, vainqueur de la 20e étape du Tour de France. L'Espagnol conforte sa position de leader à quelques heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Alain Dorgance. Pas de correctif apporté par l'exercice du chronomètre qui a confirmé l'ordre des valeurs établies par le classement général. Le meilleur grimpeur, Claudio Capucci, a puisé dans l'effort solitaire les ressources gardées sous la pédale après le parcours montagneux. Capucci, roulant sur des bases très élevées, a terminé fort, laissant son principal rival pour le podium, Charly Mottet, à 1 minute 32 secondes. Non spécialiste du contre-la-montre, Capucci a réalisé l'exploit du jour. Greg LeMond s'est rappelé au bon souvenir de ses détracteurs qui l'ont un peu trop vite rangé au rayon des champions déclinants. Si l'Américain, l'un des grands animateurs du Tour, est rentré dans le rang après ses défaillances en montagne, la course individuelle a fait ressurgir ses qualités de coureur complet. Greg LeMond, auteur d'un excellent chrono, prend la 3e place de l'étape et la 7e au classement général. Gianni Bugno, le styliste du peloton, très esthétique sur sa machine, sait qu'il ne pourra pas combler les 3 minutes 09 qui le séparent du leader Indurain. L'Italien réalisera le second temps derrière l'intouchable Espagnol qui a fait exploser le chronomètre, exercice dans lequel il excelle. Vainqueur de l'épreuve chronométrée entre Argentan et Alençon, le Basque espagnol récidive aujourd'hui, reléguant son dauphin Gianni Bugno à 27 secondes. Coureur polyvalent, Miguel Indurain a non seulement géré son avance, il a accentué. Indurain a mis la pendule à l'heure avant d'être couronné demain aux Champs-Élysées. Le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, c'est le Britannique Nigel Mansell qui occupera la première place sur la grille de départ demain. 5e position de tête pour les Williams-Renault. Rémi Godicelli. Il fallait s'y attendre, sur le motodrome d'Hockenheim, le meilleur moteur devait se retrouver à la première place sur la grille de départ. Nigel Mansell n'a donc pas manqué l'occasion de placer le V10 Renault en pole position, histoire de rassurer Frank Williams à la veille de ce Grand Prix d'Allemagne. Sur un circuit très rapide où les F1 tournent à près de 250 km/h de moyenne, certains se sont payés de belles frayeurs aujourd'hui, à l'image d'Eric Comas qui se qualifiera tout de même après un court passage à l'hôpital. De leur côté, Berger, en balade ici sur les plates-bandes, et Senna ont tout de même limité les dégâts sur leur McLaren en arrachant les 2e et 3e places dans un temps nettement supérieur à celui des Ferrari. Apparemment bien remis de l'accident qui avait pulvérisé sa voiture sur ce même circuit il y a une semaine, Ayrton Senna semble avoir tiré le maximum de sa mécanique, preuve que le V12 Honda reste encore compétitif sur les grandes lignes droites. On ne peut pas en dire autant de l'autre V12, celui des Ferrari, relégué ce soir à 2 secondes de Mansell. Prost et Alesi ne disposent pas de la puissance nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs, et les critiques de la presse italienne à l'encontre de Prost n'y changeront pas grand-chose. Rendez-vous donc demain après-midi pour un nouveau duel Williams-Renault-McLaren-Honda et la perspective d'une 3e victoire consécutive pour Nigel Mansell, le nouvel homme fort des circuits. 24 heures avant les coureurs cyclistes, les jeunes pilotes du Tour de France aérien ont bouclé la boucle aujourd'hui. Vainqueur cette année, il s'appelle Olivier Rivière. Il a 19 ans, sa vie, c'est sûr, va complètement changer. Daniel Durandet, Christian de Carnet. Tour d'honneur triomphal cet après-midi sur la baie de Cannes pour Olivier Rivière, le vainqueur du Tour de France aérien des jeunes pilotes, et pour Géraldine Guillemino, la première fille du Tour à la 12e place du classement. Une épreuve qui aura permis à 67 jeunes pilotes de 17 à 21 ans, en 10 jours, de parcourir près de 4000 km seuls à bord de leur avion. Pour le premier du Tour, la vie va complètement changer puisque Air Inter s'engage à ce qu'il devienne pilote de ligne. Là, ce soir, je suis premier. C'est merveilleux parce que ça va m'offrir pas mal de possibilités peut-être pour faire une carrière professionnelle. Et puis, ça m'ouvre pas mal de portes, je pense. Donc, c'est fantastique. C'est aussi une belle revanche pour toi parce que tu es pratiquement un des seuls, disons, dont les vols n'ont pas été payés par un sponsor, quel qu'il soit. Bah oui, puis oui, c'est vrai que bon, de ce côté-là, les gens à qui je me suis adressé n'étaient pas très emballés, quoi. Et puis je pense que j'espère que ça pourra leur prouver que l'aviation, qu'on peut faire confiance à des jeunes pilotes et que l'aviation légère, c'est quelque chose de fantastique qui ouvre des possibilités énormes.
et que j'espère que d'autres pourront en bénéficier. Remise des prix à Cannes en présence de Paul Quilles, le ministre des Transports, et un adieu au Tour 91 à la façon des aînés. Festival de musique en quantité en ce moment dans toute l'Europe. L'un des plus anciens se situe en Finlande. Cadre impressionnant, public international et parmi les adeptes, Claude Gleeman et Jean-Jacques Ledeuil. Comme Vérone, Orange, Aix, Savonlinna jouent de son site. Sur les 5 semaines du festival, 4 sont consacrées aux productions finlandaises. Un invité étranger occupe la dernière. Cette année, l'Opéra de Prague présente Rusalka de Dvorak qui raconte les malheurs d'une ondine et de son bien-aimé le prince. Le festival de Savonlinna est notre fenêtre sur l'Europe. Et beaucoup d'opéras finlandais ont été invités à être présentés en Europe et également aux États-Unis parce qu'ils ont été vus d'abord ici à Savonlinna. Dvorak a vécu dans ce type de lieu. Il a composé Rusalka à proximité d'un petit lac et d'un petit château identiques qui l'ont inspiré. En 91, Savonlinna a fait de nouveau la preuve de sa vitalité dans une Europe des festivals souvent en panne, d'originalité et d'espèces trébuchantes. Dans quelques petites secondes, la météo de Florence Klein. Je vous retrouve à 22h05 pour Soir 3. À tout à l'heure.